Alors maintenant, nous allons voir l'intervention d'Éric Honnold, historien, et son intervention a pour titre « Du soldat citoyen aux soldats révoltés, les partis socialistes et l'armée en Russie en 1917 ». Bonjour. Pardon, comme ça va mieux. C'est ce qui était marqué au... Elle n'a fait que me présenter le titre. Juste une chose, Éric, donc les livres d'Éric Honnold se trouvent à la table de livres en lutte. Voilà. La Révolution russe, l'histoire française. Donc Rémi nous a présenté un modèle de laboratoire du rôle des soldats dans la Révolution russe. On va essayer une observation in situ en plein champ. Pour ça, je vais commencer par vous projeter deux extraits d'un film assez ancien, Dr Zhivago, qui avait eu beaucoup de succès en son temps. Et alors, je suis désolé pour la mauvaise qualité du son. Alors, dans ce film de 1965, vous avez deux éléments. La description de la révolution russe comme étant une révolution des soldats. Et ça, c'est quelque chose qui a été observé par les témoins de l'époque et qui est largement confirmé par les historiens, même si pendant longtemps on était un peu fixé sur cette représentation de la révolution russe comme une révolution ouvrière et paysanne. En masse, c'est plutôt une révolution de soldats. Deuxième élément, le bolchevique qui, le jour de la déclaration de la guerre, s'engage dans l'armée sur ordre du parti parce qu'il sait que dans 3 ans, les soldats se révolteront et qu'à ce moment-là, il faut des militants passés. Ce qui est intéressant dans cette représentation qui est typique de la guerre froide, c'est que, aussi bien du côté soviétique que du côté occidental, on pouvait adhérer sur ce côté du parti tout-puissant, du côté occidental en disant que c'était le totalitarisme et du côté soviétique en disant que c'était bien la preuve de la prescience du parti. C'est ça que je vais essayer de discuter à partir de la ville de Kharkov, qui est une grande ville au sud-ouest de l'Empire russe, aujourd'hui Kharkiv en Ukraine. Je me suis fondé sur les 3 journaux socialistes qui paraissaient dans la ville en 1917 et qui ont été conservés. Zemlya et Volia, Terre et Liberté, c'est l'organe local du Parti socialiste révolutionnaire qu'on qualifie de populiste. Alors ça ne fait référence, ça n'a rien à voir ni avec Trump ni avec Mélenchon. Le populisme russe, Narodnichestvo, c'est l'idée d'une révolution qui unirait toutes les basses classes, c'est-à-dire essentiellement les paysans et les ouvriers. Et en exergue du titre, il y a marqué par la lutte, tu obtiendras ton droit. Deuxième journal, le social-démocrate, c'est l'organe de la fraction menchevique du Parti ouvrier social-démocrate russe, sachant que nous sommes à une époque où social-démocrate est synonyme de marxiste. Et troisième journal, le Proletari, le prolétaire, qui est là l'organe local de la fraction bolchevique du Parti ouvrier social-démocrate russe, marxiste lui aussi. Alors d'abord, il faut se rendre compte de l'influence de la guerre sur la vie d'une ville comme Kharkov, qui fait 250 000 habitants à l'époque. Globalement, à l'échelle de la Russie, il y a 10 millions d'hommes qui sont sous l'uniforme en 1917. Ça correspond à 7 millions au front et 3 millions à l'arrière. Ça veut dire qu'il y a donc des Kharkoviens qui sont au front, et il y a des séries de cartes postales qui sont censées les représenter. Ça veut dire qu'ils ont une famille qui est restée, avec entre autres les femmes de soldats. En russe, on dit les soldates, les soldates. Et il faut savoir que le début de la révolte contre le tsarisme à Petrograd en février 1917, c'est les femmes de soldats qui se plaignent de vivre dans la misère. Et dès que le tsar est renversé,
vous avez des premières assemblées de femmes de soldats qui sont rapportées dans la presse socialiste à Kharkov. Dans les militaires qui sont à l'arrière, vous avez les blessés, et la presse, auparavant, raconte que dès l'été 1914, Kharkov devient une ville-hôpital. Et donc, il y a, je crois, l'équivalent de 5 ou 10 régiments de blessés. Alors, je dis régiments parce que même blessés, ils sont toujours dans la hiérarchie militaire, sauf que c'est le médecin militaire qui est considéré comme le chef de l'unité. De plus, vous avez toujours dans la ville de Kharkov sans doute 50 000 hommes dans des régiments ou bataillons de réserve. Il y en a 9, cavalerie, artillerie, infanterie, défense territoriale. Donc sur une ville de 250 000 habitants au début de la guerre, vous avez 50 000 soldats sous l'uniforme en 1917 stationnés sur place. Sachant que les réservistes, en fait, ils sont là pour combler les pertes au front. Le front est à 500-600 km dans ce qui est aujourd'hui l'Ukraine de l'Ouest. Et donc, on a y compris dans la presse socialiste des lettres de soldats au moment de partir sur le front. Nous sommes envoyés au front et nous en lançons, nous donnons notre salut à nos camarades qui restent à Kharkov. Mais il n'y a pas que des militaires, il y a 45 000 réfugiés de guerre, donc qui, pareil, c'est l'ouest de l'Ukraine, ils viennent de l'ouest de l'Ukraine actuelle, qui sont à Kharkov, sachant qu'au début de la guerre, on était monté à plus de 100 000 ou 200 000, donc imaginez ce que ça veut dire pour la vie d'une ville comme déséquilibre. Il y a y compris des ouvriers polonais qui se retrouvent avec leurs usines évacuées à Kharkov. Et enfin, des prisonniers de guerre allemands et austro-hongrois qui existent. Eux aussi envoient des lettres aux journaux socialistes en saluant le combat de leurs camarades russes et en disant qu'eux aussi veulent se battre pour la liberté, le socialisme et la paix. Rémi en a parlé. Ce qui va catalyser la révolution des soldats, alors soldats qui ont participé au renversement du tsar et à l'insurrection contre le tsar, c'est le prikaz, l'ordre numéro 1 du soviet de Petrograd, donc soviet conseil des députés, ouvriers et soldats, qui est d'abord réuni, à l'origine c'est des militants qui ensuite provoquent des élections un peu partout. Et donc le 1er mars 1917, cet ordre est lancé. Le 1er mars, le tsar n'a toujours pas abdiqué, il abdique le lendemain, et c'est le lendemain qu'est formé le gouvernement provisoire. Donc dans cet ordre numéro 1, on statue que toutes les unités militaires doivent élire des comités, que toutes les unités militaires sont désormais subordonnées aux soviets pour toutes les affaires politiques et qu'en dehors du service, les soldats doivent avoir tous leurs droits politiques, civils et privés et que le salut militaire hors service, quand vous croisez un officier, est aboli. De cet ordre numéro 1, il n'y a que ce dernier point qui passe dans la presse de Kharkov, en tout cas de ce que j'ai trouvé, un petit entrefilet disant « le salut est aboli ». Je crois que les soldats le savaient déjà et ne le pratiquaient plus. Ça veut dire qu'il y a une vie politique intense qui se développe dans l'armée, à l'arrière et au front. Pour vous donner une idée, la presse rapporte en juin une nouvelle qui vient du soviet de soldats de Minsk, en Biélorussie actuelle, où on annonce les tournées de propagande faites par des leaders socialistes au front, parmi lesquels Trotsky, je ne le présente pas, mais aussi Plekhanov et Liber, qui sont des leaders mencheviks et plutôt de la droite menchevique qui sont pour l'Union sacrée. Encore une fois, tout ça est totalement organisé, c'est-à-dire que quelqu'un comme Trotsky, qui est totalement contre la guerre, a la possibilité d'aller faire des meetings au front. Et je vous prends cet exemple-là parce que c'est un nom connu, mais ça se passe à toutes les échelles, et ça veut dire que mes 9 bataillons de réserve
qui sont à Kharkov, vont eux aussi organiser des meetings politiques avec les militants de différents partis et s'adresser aux partis en disant « envoyez-nous des militants, envoyez-nous des journaux ». Les unités du front font la même chose. Alors, ça pose la question de savoir quel est le rôle des soldats dans la révolution. Alors là, on voit une manifestation au printemps 1917. Donc vous avez la colonne des soldats au milieu et la foule autour. On est dans le centre de Kharkov, ça n'a pas tellement changé excepté les bombardements russes. Alors, quelle place pour les soldats ? Les soldats se posent volontiers, de par leur participation à l'insurrection de Petrograd qui a renversé le tsar, en héros de la patrie enfin libérée. Ce qui ne veut pas forcément dire une opposition à la guerre. C'est-à-dire que les soldats expriment massivement une volonté de paix, mais être pour la paix et être contre la guerre, il y a une nuance. Et y compris chez certains soldats, comme dans la presse de droite et comme dans la presse alliée, vous avez l'idée que maintenant que les soldats russes sont libérés du tsarisme, ils vont se battre comme les Français par patriotisme citoyen. Donc ça, c'est une éventualité sur le rôle des soldats. Deuxième éventualité, est-ce que les soldats sont les alliés des ouvriers? Alors, première chose, dans les soviets au début, en février-mars, il y a 2 fois plus de députés soldats que de députés ouvriers. Ça vaut à Petrograd, ça vaut à Kharkov, où le premier soviet, de mémoire, vous avez 280 députés soldats pour 132 députés ouvriers. Sauf que très rapidement, dans tout l'ex-empire russe, la presse de droite fait une campagne contre les ouvriers en disant voilà, ils se mettent en grève, ça veut dire moins de munitions au front, donc ils sont en train de vous laisser tomber. Et y compris à Petrograd, j'ai pas trouvé la trace de ça à Kharkov, il y a des patrouilles de soldats qui vont dans les usines pour forcer les ouvriers à travailler. Et là, on est en mars 1917, juste après la chute du tsar. Donc ça commence très mal. De plus, les soldats sont majoritairement paysans et il y a toute la question de savoir si la paysannerie doit suivre la classe ouvrière ou s'exprimer de façon autonome. Et ça aussi, c'est des choses qui se discutent. Et du côté des militants ouvriers, c'est pas forcément simple. Et chez les mencheviks, j'ai trouvé une lettre de lecteur disant « Vous allez peut-être me considérer comme un vieux croyant, c'est-à-dire quelqu'un attaché à la foi ancienne, mais en tant que marxiste, je considère que la soldatesque n'est pas une classe sociale et que, grosso modo, ils doivent suivre les ordres du parti ouvrier et pas prendre des décisions par eux-mêmes. » Alors, maintenant, l'évolution de l'opinion des soldats. Ça commence très fort parce que donc, le soviet de Petrograd a fait cet ordre numéro 1 donnant des droits politiques extrêmement larges aux soldats. C'est suivi par un appel au peuple du monde entier, donc reproduit en français pour le 1er mai 1917 par les petits groupes internationalistes en France, appel du soviet des députés ouvriers et soldats de Russie aux prolétaires de tous les pays, en vous tendant la main au-dessus des montagnes de cadavres de nos frères, par-dessus les océans de sang et de larmes, par-dessus les ruines fumantes, nous vous engageons à renouveler et à consolider l'unité internationale. C'est en elle que repose la garantie de notre victoire future et de la libération intégrale de l'humanité. C'est-à-dire que ce qu'on a en vue, c'est le renversement du capitalisme. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. C'est signé par quelqu'un qui, dans l'historiographie, est unanimement présenté comme un socialiste ultra-modéré, c'est un menchevik, président du Soviet, Tchékhéidze. Extrêmement modéré pour l'époque en Russie. Le tract est interdit en France. Donc, ça vous met le niveau de départ des revendications, et donc quand les soldats réclament la paix, c'est dans un cadre qui est le cadre du socialisme révolutionnaire de l'époque, avec dénonciation de l'impérialisme, de la responsabilité des capitalistes, etc. Allez. Là en plus c'est du muet, donc il ne devrait pas y avoir de mal. La séquence suivante, alors c'était pas ça que je voulais, voilà, la séquence suivante
qui va d'avril à juin. Voilà, il n'y a pas besoin du son. C'est dans Octobre d'Eisenstein, qui est un film qui n'a pas que des qualités, où on vous représente un moment de fraternisation. Ça correspond aux fêtes de Pâques orthodoxes. C'est une réalité, la presse en parle. Donc les soldats sortent des tranchées de part et d'autre. Les Allemands donnent de l'alcool aux Russes, ça a été vérifié dans les archives. Et les Russes donnent de la brioche aux Allemands, mais en fait c'est la brioche de Pâques orthodoxe, c'est la Pascha. Et donc vous avez ces fraternisations avec de l'avis de tout le monde, assez peu d'utilisation militaire par les officiers allemands, c'est-à-dire il n'y a pas eu de bombardement. Sauf que donc tout se passe très bien. Le meeting, et ça aussi c'est documenté à l'époque dans la presse, des meetings, alors on essaye de trouver quelqu'un qui parle allemand chez les Russes ou quelqu'un qui parle russe chez les Allemands, où on s'explique par geste. Ça aussi c'est dans la presse de l'époque. Sauf que quelques jours plus tard, le ministre du gouvernement provisoire des Affaires étrangères, qui est un ministre de droite, envoie une note au gouvernement allié, comme quoi ils vont rester fidèles à l'alliance, respect des engagements, guerre jusqu'à la victoire. Et alors ce ministre va sauter tellement c'est un scandale de déclarer ça, sauf qu'au mois de juin, il y a réellement une offensive qui est lancée. Et évidemment, l'offensive, c'est la fin des fraternisations mécaniquement. C'est-à-dire, les gens se tirent dessus, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, tout ça, ça correspond globalement à la réalité historique, fraternisation. Alors, sauf que ce que ne montre pas l'extrait, c'est qu'après la démission du ministre des Affaires étrangères de droite, il y a eu un gouvernement de coalition où sont entrés des ministres du Parti Socialiste, un ministre du Parti Socialiste révolutionnaire et un ministre menchevique. Et Kerensky, qui était socialisant, devient le ministre de la guerre et il est socialisant. C'est-à-dire que là, vous avez toute une partie du mouvement socialiste qui reprend à son compte les objectifs de guerre du gouvernement tsariste, puis de la droite libérale. Et c'est dans ce cadre-là que ce sont des socialistes, y compris d'ailleurs des socialistes français venus faire des tournées en Russie, qui vont prêcher aux soldats au front et à l'arrière le fait qu'il faut continuer la guerre. Dans la presse, ce qui ressort, c'est une montée de la réaction au sein de l'armée. On commence à parler de l'amiral Koltchak, qui va être un des grands dirigeants de la contre-révolution blanche. Il est à l'époque le dirigeant de la flotte de la mer Noire et il fait des déclarations, y compris à un moment il y a la rumeur qui court que la flotte de la mer Noire ne reconnaît plus le gouvernement provisoire parce qu'il est trop à gauche. Parallèlement à ça, dans l'armée, des pogroms contre des soldats juifs dans l'armée, organisés par des officiers. Ça c'est au front. À Kharkov, ça se traduit par le fait qu'il y a l'enterrement d'un soldat juif et que dans le cimetière, quelqu'un fait une réflexion en disant c'est encore un youpin qu'on enterre. Et là aussi, il y a une protestation qui est publiée dans la presse. Sauf que ça a un effet, il y a une véritable reprise en main de l'armée à ce moment-là. On ne voit plus de critique frontale de la guerre apparaître dans les résolutions prises dans les régiments. Alors, la rumeur que vous entendez, c'est qu'il y a une célébration d'un mariage dans la salle de mariage. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, les soldats ne s'autorisent plus à critiquer la guerre frontalement et on voit apparaître de nouvelles revendications. Des revendications sur l'égalité face à la mobilisation avec des articles ou des résolutions intitulées « Les bourgeois dans les tranchées ». Au sein des régiments de réserve, une résolution où les appelés disent « Envoyez les engagés au front, pas les réservistes ». Parce que dans notre régiment, on a des engagés, ça fait 3 ans qu'ils sont à l'arrière, ils n'ont jamais été se battre. Donc c'est leur tour. Et au front, la cassure entre officiers et soldats
elle se mesure par des soldats qui disent il y a beaucoup plus proportionnellement de blessés chez les soldats que chez les officiers, y compris attaque au gaz, pas un seul officier de touché, parce qu'ils étaient restés dans leur abri souterrain avec 2 ou 3 portes fermées. Donc plus de critique de la guerre, mais une critique de l'inégalité face à la guerre. L'offensive de juin a lieu, c'est une catastrophe. Et à partir de là, les défaites de l'armée russe s'enchaînent. Et donc, là, la question qui ressort partout, c'est la faute à qui? Alors, les patriotes, dont des soldats et des soldats du rang, vont dire c'est la faute des lâches, parce qu'il y a eu débandade d'unités entières russes. Chez les officiers qui se radicalisent vers la droite, c'est la faute aux soldats. La presse de droite dit c'est la faute aux bolcheviks. Et on a quelques rapports de soldats du front qui disent non, c'est la faute au commandement qui est complètement incompétent. On nous dit de sortir pour aider une autre unité, mais cette unité-là, elle a déjà reculé et on n'a pas de munitions. Donc on voit que ça part un peu dans tous les sens sur fond de défaite. Et là, c'est là où il ne faut pas idéaliser et simplifier les choses. C'est que ces défaites provoquent un mécontentement, mais le mécontentement, il peut partir dans tous les sens. Par exemple, dans l'ouest de l'Ukraine, les troupes russes reculent et abandonnent la ville de Kalouch. Avant de l'abandonner, que font les troupes russes? Un pogrom. S'attaque aux Juifs. Alors, c'était une tradition de l'armée russe depuis 1915. Il y avait eu de nombreux pogroms militaires, c'est-à-dire faits par des militaires dans le cadre de leur fonction. Mais là, c'est même plus quelque chose qui est tant soit peu organisé d'en haut, c'est entre guillemets spontané, c'est-à-dire c'est à l'échelle des unités, c'est-à-dire c'est les officiers qui font ça. La désertion prend de l'ampleur, mais désertion qui existe déjà depuis plusieurs mois. Dans un journal de Kharkov du 26 mai, je lis « Ces derniers jours à Kharkov, des patrouilles armées font la chasse aux déserteurs ». Et là, vous avez une des rares photos visiblement authentiques représentant un soldat essayant d'empêcher 2 de ses camarades de déserter. Mais ça prend de l'ampleur à l'été. Et surtout, je parlais de pogroms et de désertion, en fait, il y a des pogroms dans la ville de Kharkov à l'extrême fin octobre. Cela fait 3 jours, extrême fin septembre, pardon. Cela fait 3 jours que l'agitation règne dans les rues, les cris « Abat les Juifs » et ce serait plutôt « Abat les Youpins » se mêlent au slogan « Dieu sauve le tsar ». Mais le journal menchevique dit « Mais cette foule, cette masse, de qui était-elle composée ?» Elle était composée de soldats, de vrais soldats, et non de vandales, et non de partisans des agitateurs d'extrême droite. Et au final, il y a un mort, un cordonnier juif, et dans la presse menchevique, vous avez une collecte pour ses obsèques. Donc, il y a cette désagrégation ne s'exprime pas seulement par un refus de la guerre, mais ça s'exprime aussi par un refus de la guerre et une radicalisation politique. Remise en cause des socialistes modérés au sein des comités de régiment et des soviets. Lettre de l'armée d'active, camarades, membres élus des comités et représentants du peuple, que faites-vous? Travaillez-vous ou nous avez-vous complètement oubliés? Les soldats ne pensent plus qu'à la paix, donc il y avait eu cette première poussée en mars. À partir de l'été, on ne peut plus l'arrêter. Un officier constate de quoi pouvons-nous bien leur parler alors qu'ils ne disent qu'une seule chose, la paix, la paix, la paix. Ils ne veulent rien savoir d'autre. Et c'est dans ce cadre-là que le journal socialiste révolutionnaire publie le 30 septembre 1917 un appel de la flotte de la Baltique, levez le drapeau de l'insurrection, vive la révolution mondiale, vive la paix juste et universelle, vive le socialisme. Alors la flotte de la Baltique avait élu majoritairement des bolcheviks, ce qui nous amène à poser la question du rôle des différents partis socialistes. Première chose, en mars-avril, les 3 partis socialistes dont je vous parle sont sur la même ligne politique, bolchevique, menchevique, socialiste révolutionnaire.
Je cite, « La paix est l'affaire des travailleurs de tous les pays. La guerre a été déclenchée par les capitalistes, les propriétaires terriens. Ils l'ont commencée, c'est à nous de la terminer, nous les travailleurs de tous les pays belligérants et neutres. » Ça fait très marxiste. Ben non, c'est les socialistes révolutionnaires, ces fameux populistes. Autre déclaration, en ornant nos bannières révolutionnaires du slogan « À bas la guerre », nous n'appelons pas notre armée à déposer les armes et à rentrer chez elle. Nous n'appelons pas les ouvriers à abandonner leur travail pour la défense. Alors là, ça vous fait réformiste mot. Eh ben non, c'est les bolcheviks. On est avant le retour de Lénine. Autre argument d'ailleurs pour dire on est pour la paix mais on ne va pas être contre la guerre, ça j'ai trouvé ça dans la presse menchevique, c'est extraordinaire, c'est donc on est pour la paix mais on ne va pas appeler à arrêter la guerre, de la même façon que nous sommes contre l'exploitation capitaliste mais que nous n'appelons pas les ouvriers à arrêter de travailler juste comme ça. Voilà, donc c'est ce type de raisonnement. Alors, du côté bolchevique, ça change avec le retour de Lénine, mais ça met un mois. Et c'est-à-dire qu'au début, les interventions de Lénine sont publiées dans le journal bolchevique de Kharkov, mais avec la mention de la rédaction n'est pas d'accord avec certains points du camarade Lénine. Et puis même avant ça, il y a des trucs où on dit le camarade Lénine est revenu, on est content, c'est notre grand leader, il a dit qu'il était pour le socialisme, pour etc. etc. Mais sans dire tous les trucs où Lénine n'était pas d'accord avec les autres, c'est-à-dire renversement du gouvernement provisoire et paix immédiate. À partir de la fin avril, par contre, les choses sont claires. Sur les fraternisations, c'est les bolcheviks qui publient des articles sur les fraternisations, alors que les autres en parlent très peu, et ils les défendent. C'est en vain que les représentants de la bourgeoisie crient à l'occasion des fraternisations à la trahison. Selon leur psychologie, c'est une trahison de fraterniser avec les esclaves de Guillaume. Ils ne peuvent pas comprendre que pour nous, la division se fait selon un autre critère, c'est-à-dire non pas un critère national, mais un critère de classe. Et même par rapport à la désertion, fin mai, quelle est la position des sociodémocrates? Les bolcheviks sont sociodémocrates vis-à-vis des déserteurs et de la désertion. La guerre n'a pas changé, elle reste une guerre impérialiste de pillage. Nous refusons de lutter contre la désertion, ce qui était quand même loin d'être évident, et ce qui n'était pas le cas des autres socialistes. Et parallèlement, on observe une droitisation des mencheviks, alors même qu'à Kharkov, c'est l'aile gauche menchevique qui tient le journal et l'organisation, mais même cette aile gauche publie, c'est la seule fois où ils mettent une illustration dans leur journal, oui, je dépasse, j'ai presque fini, c'est la seule fois où ils mettent une illustration dans leur journal, c'est de la publicité pour l'emprunt de guerre appelée emprunt de la liberté, et surtout, les mencheviks, construisent leur opposition aux soldats. À propos des pogroms de fin septembre de Kharkov, il faut mentionner d'autres raisons à ces pogroms. Des slogans grossiers, irresponsables, anarcho-syndicalistes ont remplacé la véritable éducation politique des masses de soldats, masses ignorantes et parfois sauvages et incultes. Donc il y a une théorisation et une vraie peur de la colère d'en bas chez les mencheviks. Les SR, eux, ont tendance à se gauchiser, et d'ailleurs, tous les responsables de l'organisation socialiste révolutionnaire de Kharkov finiront par adhérer au parti bolchevique. Alors ils seront solidaires des bolcheviks pendant toute la période 1917-1920, et ils adhéreront finalement au parti bolchevique vers 1920. Pas tous. Certains, et ça c'est intéressant, c'est qu'on voit apparaître dans la presse SR de plus en plus d'articles en ukrainien qui promeuvent la création d'un État ukrainien qui passe par l'ukrainisation de l'armée. Alors, sans rentrer dans le débat sur l'indépendance de l'Ukraine à l'époque, ce qui est très intéressant, c'est que du point de vue de la guerre et de la révolte des soldats, bolchevisme ou nationalisme ukrainien, c'est kiff-kiff, c'est la fin de l'armée russe. C'est-à-dire qu'on transforme l'armée russe en armée rouge ou en armée ukrainienne, ce n'est plus l'armée de l'État russe. Et donc ça veut dire que les deux tendances les plus radicales de l'époque, ça va être ça. Pour finir, comment est-ce que la révolution de la soldatesque a triomphé?
Parce que la révolution de février était d'emblée extrêmement radicale, avec un agenda socialiste qui était le résultat, alors Rémi en a parlé, de la révolution de 1905, mais là justement, globalement, quelles que soient les tendances socialistes, et il y en avait des tas d'autres que je n'ai pas mentionnées, il y avait quand même cette idée que les classes pauvres devaient prendre leurs affaires en main, comment dire, renverser le système. Et que prendre ses affaires en main, c'était prendre le pouvoir à tous les niveaux, en partant de l'atelier, de la terre et du régiment. Les soldats ont conquis le droit à l'auto-organisation dès le début, et ça rendait la réversibilité de la révolution difficile. Les défaites militaires ont favorisé la désagrégation de l'armée, mais j'ai rappelé que la désagrégation, elle pouvait partir vers des pogroms ou vers la lutte contre la guerre. Les bolcheviks, en fait, ils sont restés fidèles à l'agenda de février, à l'agenda socialiste, mais par contre, ils ont rompu le consensus patriotique et ils ont polarisé l'armée, y compris en organisant des sections militaires. Alors malheureusement, donc je me sens forcément très concerné par la guerre en ce moment entre la Russie et l'Ukraine. Malheureusement, dans tout ce que je viens de vous dire, je vois assez peu d'éléments utilisables. Par contre, il y en a un que j'ai mentionné qui est tout à fait actuel, c'est la lutte contre l'inégalité face à la guerre, qui mobilise des gens en Ukraine actuellement contre la mobilisation, qui est une mobilisation, on appelle ça la bussification. C'est-à-dire qu'on ramasse des gens dans la rue, on les fait monter dans un minibus, direction le centre d'entraînement et au bout de 40 jours au front. Mais sauf qu'à côté de ça, il y a ce que les Ukrainiens appellent le bataillon Monaco, c'est-à-dire les oligarques qui sont à Monaco et qui sont de grands patriotes très très loin des tirs. Et en Russie, vous avez aussi ce genre de phénomène-là. Voilà, je termine là-dessus. Merci Eric pour cette communication.